écoutez Radio Ma'arif. Le podcast Histoire. Produit avec le soutien de Maroc Télécom. Bienvenue sur Radio Ma'arif. Aujourd'hui, on a un invité spécial, c'est Mohamed Oujama, professeur d'histoire à l'université Qadir Iyad à Marrakech. Bienvenue, c'est Mohamed. Merci bien. On est très content de vous avoir avec nous parce que vous avez beaucoup de choses à nous dire. On a fait quasiment 2 podcasts avant de mettre le casque et j'espère qu'on n'a pas laissé passer beaucoup d'informations. Aujourd'hui, on parle de la tribu, c'est ça ? Oui, on va parler de la tribu. Pour moi, personnellement, la tribu, c'est quelque chose qu'on ne devrait jamais oublier, omettre, à enseigner, à expliquer, à expliciter et à présenter. Pour la simple raison, la tribu, jusqu'à aujourd'hui, ou du moins de Ben Khaldoun jusqu'à Jacques Berck, la tribu, il s'est avéré qu'elle est la principale force motrice de l'évolution historique du nord de l'Afrique ou du Maghreb, comme on dit. Alors, la tribu, d'abord, c'est une notion anthropologique, avant qu'elle soit une notion historique. Je veux dire que dans le sens anthropologique, toutes les sociétés qui existent aujourd'hui, les États, les nations, ont commencé par un noyau tribal à un moment donné de leur évolution. C'est la tribu en Chine, en Inde, en Afrique du Nord, au Moyen-Orient. Et même, on a parlé des tribus germaniques, donc toute l'Europe. Les noms des pays, des États européens aujourd'hui ne sont autres que les noms des anciennes tribus, les Francs, etc. Oui. Les Francs, les Teutons, etc., etc. En ce qui concerne le Maroc, la tribu est donc une agglomération qui se définit soit par des liens de sang, donc un lignage qu'il considère être de belle lurette, qu'il existait depuis X temps. Et en deuxième lieu, pour les historiens, d'abord, c'est une agglomération d'intérêts. Pour la preuve, la plupart des tribus amazirs, jusqu'à aujourd'hui, ne portent pas un nom générique, sauf quand on dit un sous-ensemble. On parle d'Imsmoda, Imzoudn, on parle d'Iznagan, l'Isnhaja, on parle d'Iznaten, Znata. Donc, c'est ni l'un ni l'autre ne nous dit qu'il s'agit d'une personne. Donc, c'est un ensemble d'intérêts. C'est une fonction ou une agglomération. Dans les temps anciens, pour les Imazigha, c'est-à-dire les Berbères de l'Afrique du Nord, il y avait 2 relations, 2 façons pour instituer et établir des liens qui seront par la suite les liens tribaux, soit le lait, donc en allette, soit le sang, soit le lait, soit l'âge. Ces 2 phénomènes ont marqué jusqu'à aujourd'hui le phénomène de la tribu, surtout dans le Haut-Atlas et dans le Sud, et jusqu'à avoir aujourd'hui même des tribus qui portent le nom générique des temps anciens. Quand on dit Aït Massad dans la région de Nemlet, Aït Massad, ça vient de Ahl al-Rada'a. Le lait. L'Ikhwa bir-Rada'a. Les frères de lait. Exactement. Et quand vous dites Tada, l'actuel Tata, il s'agit de Tada, c'est-à-dire le lien par le lait. Et la plupart des grandes confédérations du sud du Maroc, qu'ils soient Tahgouat, qu'ils soient autre chose, ils ont commencé par ce phénomène. Pour établir le reste, c'est venu après. La tribu donc était la base de toute chose, et c'est d'elle qui sortira d'abord la force, parce que c'est elle qui gère la terre et qui la possède, et qui la défend. Et pour la plupart des historiens qui se sont attaqués au phénomène, surtout les anthropologues, ils ne l'ont pas considéré juste comme une machine à produire les hommes, à produire du blé, mais aussi c'est une machine de guerre. La tribu est une machine de guerre. C'est une machine qui se défend, mais qui a toutes les aptitudes à conquérir. C'est pour cela qu'on trouve par-ci par-là, la tribu, il s'étale parfois du pré-Rif jusqu'au nord du Moyen-Atlas, jusqu'aux confins de l'Atlantique, ou vice-versa. Ce qui fait qu'il y a un étalement du phénomène tribal selon le temps, l'espace et surtout le vide. Pendant son évolution, du moins du temps de Ben Khaldoun jusqu'à nos jours, la tribu, c'est elle qui a produit le makhzen, pour la simple raison. Les Snhaja venus du sud, ils n'avaient pas une organisation politique auparavant. Il y avait ce qu'on appelle Agraou, Jma'a, l'équivalent de Jma'a jusqu'à aujourd'hui. Une sorte de conseil des sages, des grands, des seigneurs, tout ce que vous voudrez, qui est laissé d'ailleurs dans le Tamazigh et surtout dans le Souss, la notion de Agouzoul. Agouzoul, c'est la seigneurie, c'est-à-dire les gens du haut. La noblesse. La noblesse, c'est les seigneurs, c'est eux qui expliquaient la politique, qui pratiquaient la politique, les relations intertribales,
et c'est devenu par la suite l'élite locale du Souss, du Haut-Atlas, et jusque dans les environs du Haouz. Tout le monde connaît les Jazoula, soit Igouzoul, soit vous le prononcez par-ci, par-là, et vous allez découvrir la force de la tribu. C'est-à-dire qu'il a généré, d'abord, il a fait des ramifications, et par la suite, il s'est renforcé jusqu'à devenir la force motrice du futur empire almoravide. Cet empire almoravide qui est venu donc de loin, il va nous mettre devant un fait accompli, c'est-à-dire, c'est un phénomène. Le tribalisme s'est manifesté sous le drapeau de l'islam. Auparavant, c'est les us et coutumes, mais maintenant c'est une religion. Une religion où soit vous devenez d'abord un musulman et vous intégrez cet ensemble. Donc la plupart des gens en ce temps, au 9e, 10e, 11e siècle, étaient presque tous des musulmans. Alors la grande confédération va prendre les Morabitines. Les Morabites, min ahl al-ribat, c'est-à-dire des gens qui vont défendre l'islam et qui étaient prêts à aller au-delà de leurs capacités. Et si vous voyez un peu la géographie du Souss aujourd'hui, vous allez trouver Ribat Kada, jusqu'à la capitale aujourd'hui, Rabat, qui était une bourgade almoravide pour l'armée au départ. Excusez-moi, quand vous dites que la tribu est un conglomérat d'intérêts rassemblés par des us et coutumes, ces us et coutumes, ils sont discriminants d'une tribu à une autre. On est d'accord ? Bien sûr, bien sûr. Mais quand on se réclame de l'islam dans un ensemble géographique où tout le monde est musulman, en quoi on se distingue des autres ? Oui, alors il y a depuis au moins au temps de Bint Tashfin, Fuqaha al-Moravid, il y a toujours le conflit qui existe jusqu'à nos jours, c'est-à-dire le conflit entre Shra' et l'Arf, c'est-à-dire Izraf. Alors, la plupart des Marocains jusqu'à aujourd'hui, disons même de la proclamation de Moulay Idriss, il a été proclamé comme imam. Donc c'est pas quelqu'un qui gère la terre ni le pouvoir. C'est un imam, donc c'est un titre religieux. Moulay Idriss. Ce n'est pas un titre militaire ni politique. Ben Tashfin, c'est-à-dire le deuxième grand bonhomme du Maghreb, il va avoir tous ces titres. C'est-à-dire il va avoir à la fois le titre religieux, le titre militaire, vie de sa tribu, et le titre politique, Amir al-Mouminin, donc Amir al-Muslimin. Donc il va englober les trois titres en même temps. Donc la tribu va générer une certaine élite. Ils vont créer Marrakech. Quand ils ont créé Marrakech, Ben Tashfin et son équipe, ils ont créé trois institutions fondamentales qui symbolisent tout ça. Et Marrakech emporte jusqu'à aujourd'hui, pas les stigmates, mais les restes, les monuments. La première mosquée qui s'appelle Koutoubia. Puis un palais royal. En troisième lieu, un grand magasin où on stocke les impôts. Ce grand magasin, qui s'appelle dans le langue tamazight Agadir, tout simplement. Agadir, comme ça existe aujourd'hui. Il a été traduit en arabe le Makhzen, là on déposait les impôts, et c'est devenu quand même le lieu, le nom du phénomène politique du Maroc. Typiquement marocain, ça n'existe ni en Algérie, ni en Tunisie, ni en Mauritanie. C'est resté typiquement marocain jusqu'à aujourd'hui, on parle du Makhzen chez nous. Donc le Makhzen, c'est une, je dirais pas, c'est le produit d'une certaine évolution tribale, parce qu'il faudrait changer à la fois le critère tribal à un critère beaucoup plus évolué en islam. Donc il y a tout le phénomène, il y a la mosquée, il y a le palais, il y a un pouvoir. Et ça a créé chez nous jusqu'à aujourd'hui cette trilogie de l'avoir, du pouvoir et du savoir. Alors décrivons la trilogie de l'avoir, du pouvoir et du savoir. L'avoir d'abord c'est la terre. La terre appartient à la tribu. C'est elle qui la défend, qui la cultive, qui fait paître ses animaux et qui la donne en gage ou la donne en don, soit à une institution comme le Makhzen, soit à une institution religieuse comme une zaouia ou quelque chose comme ça. Donc l'avoir, c'est la tribu. L'avoir, c'est la tribu, c'est la base initiale. L'évolution de la tribu, c'est du l'élite tribale, ça nous a donné le phénomène de... Il y a un khalifa en Orient, il faudrait une autorité locale, il est directement tribal, mais sous la coiffe de l'islam. C'est le savoir. Mais c'est le savoir. Le troisième chapitre de cette évolution de la tribu, c'est qu'il a toujours considérer la terre d'abord comme son domaine initial et son domaine de prédilection et sa propriété personnelle. La tribu considère Bledna, Ardna, Dielna, quand les Marocains parlent de la terre, ils parlent au pluriel. Ils ne disent jamais Dieli. Ils disent ça m'appartient, il nous appartient. Donc ils parlent du fin fond de l'esprit tribal. Ça nous appartient à tous. C'est la communauté, c'est la collectivité. Ce qui fait la tribu a marqué à la fois l'esprit, la politique, la culture, jusqu'au langage. Jusqu'au langage, donc on parle. Par exemple. Ne serait-ce que quand il y a un différend entre deux petits bonhommes dans un souk quelconque quelque part au Maroc, les gens n'interviennent pas pour résoudre le problème, ils se demandent où le domaine هذاك. هذا ديالنا. Ce qui fait l'asabiyya d'après Ibn Khaldun, il y a toujours cette tribu. Est-ce qu'on va le défendre, on va faire ce que c'est pas la personne en elle-même qui est intéressante. C'est son appartenance. C'est son appartenance. C'est-à-dire le poids et la force qui est derrière, ou la symbolique derrière. Ici, le symbolique, c'est la tribu, justement. Combien de gens vont le défendre?
Oui, justement. Est-ce qu'on peut essayer de résoudre le problème militairement ou politiquement? شحال بكم. Essayer. Et exactement, ce phénomène, ça existe toujours Bien sûr. aujourd'hui. Alors, la tribu donc a évolué. À un moment donné, il n'a pas pu continuer son évolution et générer. Il n'a pas pu gérer l'empire parce que l'empire il est vaste, il faut beaucoup de choses. Et la tribu et le Makhzen ont généré un troisième phénomène intermédiaire qui est né dans une crise du XIVe siècle marocain. Le XIVe siècle, c'est la fin des Mérinides, c'est les Ouattassides, c'est l'arrivée des Portugais et des Espagnols sur les côtes. Alors, qu'est-ce qui reste? C'est l'islam, c'est les religieux, c'est les soufis, c'est les fuqaha. Alors, ça a donné la culture religieuse d'aujourd'hui, la culture de Sidi Ahmed Moussa, Sidi Ben Slimane Jazouli, Ibn Mchish avant eux, etc., etc. Donc, ça a donné ce qu'on appelle les prémices d'un soufisme marocain, mais qui nous a généré la zawiya, c'est-à-dire la triangulaire, le troisième angle de cette évolution. Donc, tout tourne autour du pouvoir, du savoir et de l'avoir. Donc, Et- du Makhzen, Du Makhzen, de la tribu. de la tribu, du Makhzen et de la Et de Zawiya. la C'est-à-dire une trilogie, je dirais pas infernale, mais qui a quand même donné de ces, qui a expliqué beaucoup de choses et qui a géré le Maroc jusqu'à même sous le protectorat. Tous ces phénomènes, les tribus, les Français n'ont pas combattu la tribu pour la détruire, mais juste pour qu'ils déposent les armes. Les sultans du Maroc ne veulent pas éliminer le tribalisme ni la tribu, mais juste qu'ils ne soient pas contre, ou du moins qu'ils soient neutres dans les enjeux. Ce que fait la tribu, il était tout le temps là. On l'écoute, on l'entend, on essaie de la comprendre au mieux jusqu'à, disons, les années 60, quand Feu Hassan II a décrété la création du commune urbaine et du commune rural. Alors les tribus ont devant elles un choix, soit se révolter, ce qu'ils n'ont pas fait, soit admettre et accepter une certaine évolution. Alors les terres de tribus se sont divisées en communes rurales. Donc au lieu d'avoir une tribu des Zayt Hadiddo, des Zayt Atta ou des Zayt Marad, ou de Iznagan ou quelque chose comme ça, vous allez avoir des communes, des noms autres que la tribu. Vous allez nous parler de la commune de Zagora, la commune de Tinjdal, la commune de Bninsa, la commune de l'Arèche, etc. On ne parle plus de tribu dans la nouvelle législation marocaine. Il va renaître, la tribu va renaître dans le langage marocain à cause de la question du Sahara. Le Sahara, il se nomme terre des tribus. Tous les enfants du désert se considèrent comme les fils d'une tribu quelconque. Oui. Quand le Maroc s'est réapproprié son territoire, il s'est approprié en même temps les tribus avec leur nom. Ce que fait le tribalisme est revenu comme une force politique. Le deuxième phénomène, au lieu du grand désert, c'est le RIF. Le RIF qui a toujours des positions mitigées par rapport au gouvernement central ou quelque chose comme ça. Quand chaque fois qu'il réagit, il réagit en tant qu'unité tribale. Il ne réagit pas comme unité régionale, géographique, mais comme une certaine force tribale qui remonte, qui a des origines, qui a des spécificités, des caractéristiques, etc., jusqu'à se dire parfois que la République du Rif est une République des tribus rifaines. Pas si tout. C'est les tribus, non pas la géographie. Pour ainsi dire. Donc, comment ce tribalisme renaît? Par quoi il se manifeste, ce retour? Le tribalisme, tout le monde a essayé de l'omettre d'une façon ou d'une autre. Non, parce qu'il est La contre culture. l'idée d'un État moderne, il est complètement à l'opposé Bien sûr. de la construction post-indépendance Bien sûr, bien sûr. qui devait tourner le dos à ça, justement. Je crois, au lieu de vous répondre, je vais essayer d'expliquer autrement. Si vous prenez les vieux États et vieilles nations européennes qui n'ont pas connu une révolution à la française, ils ont encore les noms de leurs contrées du Moyen-Âge. Vous prenez l'Angleterre, vous avez l'Écosse, vous avez le Pays de Galles, vous avez tout, c'est de la géographie du Moyen-Âge. Parce qu'il n'y avait pas une révolution à la française. Si vous prenez l'Allemagne, vous avez encore les noms des régions allemandes, les noms des principautés du Moyen-Âge. Mais si vous prenez la France, vous avez les noms des fleuves et des oueds de France. Donc vous n'avez plus les noms des ducs du duché français, mais vous avez des rivières. C'est une décision de la révolution. Politique. Le Maroc, la culture politique des Marocains, surtout les modernistes, est issue de la culture française. C'est une culture, disons, cartésienne, qui a voulu faire tabla rasa. Donc on va effacer tout un passé et on va bâtir autre chose. En histoire, c'est très difficile d'admettre. C'est peut-être admissible et acceptable dans certains, disons, dans la mécanique, dans tout ce qui est physique. Mais ce qui est humain, on ne peut pas du jour au lendemain vider les cerveaux et les esprits des gens de leur culture, de leurs sentiments, de leur identité pour leur créer quelque chose. C'est ça la faute de la Révolution française. Il a voulu créer un nouvel homme qu'il a appelé le citoyen, tout court. Au lieu qu'il s'appelle un tel, le fils d'un tel, il l'a appelé citoyen X, citoyen Y. Le citoyen, lui, capé, quand il allait le guillotine, donc il l'appelle par... Ça fait aussi le communisme avec le camarade, etc. Oui, exactement. C'est qu'on fait table.
Donc la tribu, il a persisté, il a résisté comme il a pu. Mais les divisions administratives, l'évolution culturelle, intellectuelle et politique du Maroc, la met derrière. C'est-à-dire on revient à la tribu pour la protestation. Quand on veut défendre Des intérêts. Aradi al-Jumu'ah, Aradi al-Sulalia, et la nouvelle terminologie qu'on entend, on nous parle de la tribu. Alors que la tribu, pour les jeunes Marocains, il ne signifie absolument rien. Parce qu'ils sont des Marocains, ils sont éduqués dans des écoles avec une certaine culture moderne, où la géographie est enseignée autrement, l'histoire est enseignée autrement, le civisme est autre que quelque chose de patriotique ou de nationaliste, c'est juste pour admettre les nouveautés de ce beau monde. Alors que la tribu, il existe toujours en sous-bassement, chaque fois qu'il y a une crise. Je vais vous donner un exemple concret. Quand les gens de la région d'Ifni réclament la création d'une province, pour eux, Etba'amran du Nord, ils réclament pour qu'ils sortent un peu de la tutelle des soucis de Tiznit, tout simplement. L'État qui gère tout, il ne peut pas créer une province avec deux tribus. Il faut une troisième tribu, une troisième fraction. Parce que deux tribus, ils se partageront la même politique, c'est les mêmes postes politiques, les mêmes postes administratifs. Il faudrait donc couper. Alors, la géographie, l'État a fait une gymnastique extraordinaire. Il a coupé d'autres régions aux alentours du Ifni pour créer la province. Mais ça a donné par la suite 40% d'une tribu et 20% d'une autre. Et c'est 20% qui font aujourd'hui la politique dans la mairie, dans les élections législatives, etc., etc. Donc, le tribalisme, il existe, mais on n'en a plus. Le tribalisme. Je dirais comme on dit à propos de la Russie, je crois que c'est le tsar puis Staline qui l'a répété, si jamais vous frottez un Russe, vous allez trouver sous sa peau un koulak. C'est-à-dire, tous les Marocains sont d'une façon ou d'une autre des enfants de tribu. Ils portent les noms, les prénoms typiques, génériques, locaux, etc., etc. À un moment donné, ça devient une certaine fierté. C'est toujours la fierté de dire, moi, je suis Toukwali, je suis Rifi, je suis Souci, je suis... Donc, j'ai une identité connue, célèbre, installée. Que de dire que je suis un nom tiré d'un livre d'histoire ou de géographie, même parfois du livre scolaire, où les gens se nomment avec des noms et des prénoms orientaux qui n'ont aucun sens pour eux. Mais ils les portent. Mais l'autre, il s'appelle le Toukwali, le Souci. Donc, il est beaucoup plus soutenu et appuyé. Et c'est le poids de cette culture existe toujours. Et les Marocains, parfois, c'est leur fierté, dans la plupart du temps, c'est leur fierté. J'ai des origines, je ne suis pas n'importe qui, je suis issu d'une lignée de la noblesse, ou du moins beaucoup plus ancien que ce que vous croyez. Parfois, ça devient pour eux une tare parce que ça les a bloqués, c'est la tribu qui est contre un phénomène. Pour ainsi dire, on est arrivé à un phénomène extraordinaire. J'ai dit auparavant que les Français n'ont pas combattu la tribu, mais ils ont essayé de les raisonner pour qu'ils déposent les armes. Mais vient le phénomène du mouvement national marocain, des nationalistes. Les nationalistes marocains étaient au départ tous des citadins. Les citadins, leurs ancêtres, ont vécu toujours la domination de la tribu, que ce soit face au Marrakech principalement. Chaque fois qu'il y a une crise, les tribus cassent la ville, la pillent, ils la détruisent, ils la brûlent. Alors, le tribalisme, pour les élites des années 30 et 40, c'est déjà l'équivalent de l'enfer. C'est le mal. C'est le mal. C'est le mal absolu. Ce qui fait ils ont tout le temps essayé de ne pas trop parler de la tribu, parce que la tribu, c'est quelque chose de très antique, qui va diviser la nation. C'est mieux de parler du peuple marocain, c'est quelque chose de supérieur. C'est plus moderne. Tout à fait, c'est moderne. C'est même l'évolution, ils ont l'avenir. Bien sûr. Ce qui fait, cette vision, il s'est répercutée au niveau de la culture des gens, au niveau du livre scolaire et de ce qui est véhiculé jusqu'à aujourd'hui sur la culture de la campagne. Ne serait-ce que même au Parlement marocain, quand on parle de la campagne, donc du territoire tribaux, on nous dit le monde rural. C'est-à-dire une géographie qui n'existe pas. Comme s'il parle d'une autre planète, le monde rural, on parle de la tribu. D'une façon non dite. Si le nom dit, on dit le monde rural, qu'est-ce qu'il signifie? C'est aux autres de nous l'expliquer, c'est pas de moi. Quelles sont les grandes tribus marocaines les plus marquantes dans notre histoire? Vous avez parlé des Znata, Senhaja. Alors, les Znata, les Senhaja et les Msmouda, c'est les grandes confédérations qui... Il y en a qui ont géré le Maroc, on va le rappeler. Oui, ils ont donné 3 principales dynasties qui ont bâti le Maroc, qui ont limité. Si vous prenez le Maroc d'aujourd'hui et vous posez sa petite géographie sur l'Empire almohade ou sur l'Empire almohavide, c'est comme un petit timbre sur une enveloppe. Ça représente 12%. C'est-à-dire que les... Nous avons... Il faut nous expliquer. Je le dis souvent. Je dis que nous avons hérité une grande histoire, mais une petite géographie. Ça choque les uns, mais c'est la réalité. Alors, expliquez-nous la théorie du timbre. Le timbre, c'est la géographie marocaine? D'aujourd'hui, c'est-à-dire 12% du Maghreb, de l'Empire almohavide et almohade.
12%, pas plus. D'accord. Nous avons hérité toute l'histoire de ce pays. Donc, Du moins jusqu'au XVIIe, XVIIIe siècle, jusqu'à l'arrivée des Turcs à nos frontières, en Algérie d'aujourd'hui. des Almohades, par exemple. Ah, En fait, moi, j'ai un problème plus profond. Quand vous parlez de tribu, j'ai du mal à imaginer ce que c'est qu'une organisation tribale, que ce soit politique ou juridique, quand ça dépasse un certain nombre. C'est-à-dire que pour moi, dans mon imaginaire, que vous allez me corriger, c'est quelque chose de restreint en termes de nombre, de géographie, et c'est gérable parce que les structures sont... vous avez parlé de Jama'a, quand ça dépasse des milliers de kilomètres, parce que vous nous décrivez des milliers de kilomètres, qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on a des structures intermédiaires? Est-ce qu'on a des étages dans une hiérarchie? Comment ça marche? bien sûr, bien sûr. La tribu, d'abord, c'est à la fois un phénomène territorial, spatial et humain. Donc, un groupe d'individus, donc une collectivité. Quand ça dépasse, disons qu'il y a un noyau fondamental et principal, qu'on appelle les Msmoda, au départ, c'est les gens du Haut Atlas central, qui ont conquis d'autres tribus de la même nature qu'eux, même culture, etc. Par la suite, ils vont devenir non pas des Msmoda, mais des Msmoda bis, prime, etc. Dans la hiérarchie tribale, il y a toujours le noyau central. Noyau, d'accord. C'est l'équivalent dans le sous, c'est Gouzoul. Dans le Haut Atlas central chez nous, etc., dans Marrakech et la région, c'est l'équivalent Imrarn, les seigneurs. C'est Imrarn. Donc, il y a un noyau de tribu. Oui, il y a un noyau. C'est écrit par Berck et d'autres, parce que, heureusement pour nous, les Français ont tout étudié, ou du moins commenté dans la plupart du temps. Il y a Amrar Nofla, c'est-à-dire Chef suprême. En bas, il y a Imrarn, des régions ou des petites tribus, des fractions. Il y a Amrar Nouaman, c'est-à-dire le cheikh, celui qui gère l'eau. La question de l'eau. Israf, il applique la. Il y a un pouvoir consacré à l'eau. Oui, qui dure une année, pas plus. C'est-à-dire une année. Qu'est-ce qui dure une année? De septembre à septembre. Son mandat? Oui. D'accord. Soit il est réélu, soit il est gracié à Poissy-Tour, remercié, il quitte la scène. Il n'y avait pas de politique, de pouvoir éternel dans l'ancienne tribu. Ça change tout le temps. Mais quand vous dites il est élu, c'est concrètement, c'est les chefs de famille? C'est les jma'a qui élisent, qui nomment. Un gestionnaire de l'eau, mandat une année. Il gère, si vous prenez comment les tribus qui expliquent mieux le phénomène, vous avez ici le Haut Atlas, ça c'est le Haut Atlas, vous avez dans les sommets, c'est Agdel, donc tout le monde est invité à faire paître ses animaux à Agdel pendant l'été, point à la ligne, mais l'hiver c'est fermé. Vous avez ici, généralement, c'est les douars, Tamazirt, et en bas, vous avez l'agriculture. Et c'est une des meilleures gestions de l'espace qui existe jusqu'à aujourd'hui. Alors, on va expliquer, parce que les gens... Alors, on a la radio. Chacun de ces espaces a un cheikh. Pardon, ce sont des espaces successifs en termes d'altitude. Oui. C'est-à-dire en bas de la montagne. Oui, c'est l'agriculture, disons, ici. Moyenne altitude, c'est les habitations. C'est les habitations, c'est la culture vivrière. Et dans le haut, c'est le domaine de la forêt, du pâturage. D'accord. Et la gestion des pâturages est assurée par qui? Il est assuré par Amrar Ntouga, donc le cheikh de l'herbe. Amrar Ntouga, il s'appelle. Lui aussi élu un an. Oui, bien sûr. Quand vous conduisez votre voiture à Marrakech ou aux environs, vous lisez à la va-vite au Kaimiden. Voilà. Alors sachez, monsieur, que c'est un nom composé, que c'est une phrase. OK, ça veut dire le drapeau. De, les gens. Le drapeau des gens. Le drapeau des gens. OK. Aoukain Midn. J'ai mis un A ici pour que vous lisiez mieux. Aoukain Midn. Alors, le cheikh de la montagne, de l'herbe, de l'élevage, il allume un feu pour que les gens sachent que le pâturage est ouvert. Ou fermé. Et donc, c'est pour cela qu'on l'appelle Aoukain Midn, parce qu'il est vu de tous les côtés de l'Atlas. Et c'est un des symboles de ce qu'on appelle la gestion des ressources. Des ressources tribales, très intelligentes, etc., qui est durée jusqu'à l'arrivée de la Jama'a, du ministère jusqu'aux administrations des eaux et forêts. Ce que fait la tribu, il a mieux géré l'espace, il a mieux géré ce qu'il a, mais en même temps, il a essayé de nourrir à la fois le makhzen, nourrir la zawiya pour ses besoins, parce que la tribu, c'est le monde profane. Le makhzen au Maroc, c'est un peu sacré. La zawiya, c'est totalement sacré. Ce que fait l'espace typiquement profane, c'est la tribu. Oui. C'est l'armée, c'est la défense, c'est, disons, on tue, l'alimentation, etc. C'est les besoins de base. Mais les deux espaces, ils ont toujours cette, disons, fine quelque chose, couleur ou quelque chose en tendance à la sacralité. Donc, c'est l'espace du sacré. Mais le reste, c'est un espace typiquement profane, on fait tout, on faisait tout. C'est pour cela que l'Orf, les Israf, les us et coutumes, étaient d'une logique extraordinaire.
des idées précis. Et quand les gens réclament le retour, c'est pour mieux se défendre par rapport justement au texte établi soit par le colonisateur, soit par l'État marocain d'aujourd'hui. Quand il acquiert l'eau, la forêt, la terre, etc., les minerais, tout ce qui est sur la terre, en bas de la terre et dessus de la terre, les gens réclament leur part parce qu'ils se considèrent étant les propriétés et les héritiers éternels. Les héritiers éternels. Alors que l'État aujourd'hui, du moins depuis que le Maghreb est devenu musulman, Amir el-Mouminin est le tuteur direct du Dar al-Islam, c'est-à-dire de la terre musulmane. Donc, c'est lui qui en dispose principalement. D'où la concurrence. Le reste, oui, exactement, le reste ne sont que des usufruitiers. On profite. C'est pour cela locataire. Que... Exactement. Locataire. Et voilà, grosso modo, j'espère que j'ai répondu un peu à vos questions. C'est passionnant. Je vous remercie, Si Mohamed, et je vous annonce, je précise que ce sujet des tribus est très riche. On n'a fait que l'effleurer. Il y a beaucoup de choses à dire et on s'en occupera. Faites-nous confiance. Merci les amis. À la semaine prochaine pour un nouveau podcast Histoire. Merci. Ce podcast est produit avec le soutien de Maroc Télécom. Maroc Télécom, un monde nouveau vous appelle.